Bonjour tout le monde, welkom iedereen. Guten Tag, meine Damen und Herren. L'Initiative Rebelle est très heureuse de vous accueillir à cette nouvelle série de webinaires qui, comme les précédents, visent à réfléchir ensemble, sans tabou, au travers de notre frontière linguistique, de nos frontières linguistiques, à la manière d'améliorer les institutions de notre pays. We zullen dat opnieuw doen in samenwerking met de Universitaire Stichting, in samenwerking ook met de Standaard en Le Soir en met de hulp van een aantal van onze studenten, van studententolken van onze universiteiten, in dit geval KU Leuven en ULB. Un très grand merci à eux tous pour cette collaboration. Il y a déjà pour cette année académique 3 webinaires programmés. Le 16 février, nous accueillerons Tine van der Straten, la ministre Tine van der Straten, pour réfléchir avec elle à la question de savoir si notre gouvernement fédéral dispose de suffisamment de compétences pour effectuer en temps utile l'indispensable transition énergétique. Voordien, op 20 december, zullen we met Christophe Calvo, lid van de Federale Kamer, Bart Maddens van de KU Leuven en Thomas Lejean van de ULB nagaan of onze politieke partijen te veel geld krijgen van de overheid. Und heute werden wir über die Zukunft von Ostbelgien reflektieren. Nicht auf Deutsch, sondern auf Niederländisch und auf Französisch. Et nous le ferons, comme à l'accoutumée, sous la houlette, sous l'autorité de Karel Verhoeven, du Standard, et Béatrice Delvaux du Soir, à qui je cède maintenant la parole. Dames en heren, de Duitsstalige Belgen zijn de trouwste der Belgen. En een van de stabiliserende krachten van het land. Niemand die daaraan twijfelt, niet aan Vlaamse kant en ook niet aan Franstalige kant. En daarom wellicht ook dat we ons vanuit de hoofdstad hier in Brussel niet zo vaak met de Duitsstaligen inlaten. Komt daarbij natuurlijk dat ze met niet zoveel zijn. Dat we het hier vandaag over Duitsstalig België als een volwaardig eigen gewest, gemeenschap op het programma staan hebben, is dan ook niet zozeer uit de liefdevolle bezorgdheid voor onze Duitsstalige landgenoten, als wel voor wat hun institutionele streven kan betekenen voor de rest van België. Want laten we eerlijk zijn, zonder het idee over België met 4 was de aandacht van velen onder u vandaag ook niet zo geprikkeld geweest. Het Duitsstalige gewest als een volwaardig en autonoom gewest schijnt de sleutel tot een nieuw idee over België. Vandaag zal de discussie grotendeels gaan of het überhaupt wel levensvatbaar is, dat idee, of Duitsstalig België groot genoeg is, of het financierbaar is, of er genoeg expertise aanwezig is om eigen ambtenarij op te zetten. Maar zou je denken, waar een politieke wil is, daar is ook een weg. De grote onderliggende vraag is natuurlijk of een apart, autonoom en volwaardig Duitsstalig gewest een heel nieuwe institutionele discussie over België mogelijk maakt. Om kort door de bocht te gaan, en u weet dat wij journalisten dat graag doen, Beatrice hier naast mij, en tussen ons staat een scherm in. Om kort door de bocht te gaan, is een van de onderliggende vragen wat de Duitsstalige Belgen kunnen veranderen, bijvoorbeeld voor de Brusselse Vlamingen. Kunnen de Duitsstaligen de bipolaire institutionele discussies ontmijnen? Kunnen zij de heelmeesters worden van het door binaire tegenstellingen verkrampte federale België? Kunnen zij helpen om de knoop van Brussel te ontwarren? Daarvoor, om dat te kunnen doen, moeten zij de voorbode worden van een eenvoudiger, territoriaal verdeeld in heldere deelstaten met alle gemeenschaps- en gewesten bevoegdheden verdeeld België. De onderliggende gedachte is dat het met 4 veel makkelijker en vredevoller samenleven is dan met 2 die ook 3 zijn. Misschien, dames en heren,
is dat idee een fictie, maar ze is in elk geval waard om onderzocht te worden en dat is wat we vandaag gaan doen. Beatrice leidt zo meteen de sprekers in. Vandaag hebben we ruim de tijd voor een breed gesprek waarin ook u graag kan participeren en meediscussiëren. Stel uw vraag in de knop onderaan, in de reactieknop. Stel uw vraag, ga niet door in discussie onder elkaar. Stel uw vraag, Beatrice en ik selecteren vragen zo meteen en initiëren die discussie. Nog belangrijk, u hoorde het daarnet, zet uw microfoon uit, zo blijft de discussie geordend. Tot zo meteen, Beatrice. Et donc aujourd'hui, nous avons 3 germanophones en fait pour mener la discussion. On verra si ça aide à rapprocher les points de vue. Le premier d'entre eux, Karl-Heinz Lamberts, est depuis longtemps l'incarnation de cette Ostbelgien, si souvent oubliée et aussi assez méconnue finalement. Aujourd'hui, il est président du Parlement de la communauté germanophone de Belgique. Il a été pendant 15 ans le ministre-président de la communauté germanophone. Il a aussi présidé le Comité européen des régions et on oublie parfois qu'il est socialiste, mais il est socialiste. Son attachement à la Belgique est réel, mais c'est le prouve le fait qu'en juillet 2008, à la suite de la démission d'Yves Le Terme, Albert II, le roi, l'a nommé émissaire royal avec Raymond Langendries et François-Xavier de Donéa. Ça paraît un autre temps. Au palais, on lui demandait d'examiner de quelle manière des garanties peuvent être offertes pour entamer d'une manière crédible un dialogue institutionnel. 2008. Alors, c'est peut-être parce qu'il avait cette idée, qu'il est un peu le père finalement de cette idée de la Belgique à 4, qui est un peu son enfant. J'ai d'ailleurs chez moi des pins j'ai régulièrement dans sa poche, je pense, avec les logos, les 4 logos, et qu'il voilà, il les montre maintenant à l'écran, et qu'il exhibe régulièrement. Et son vrai bonheur fut lorsque, pour son couronnement, le roi Philippe avait fait disposer derrière son trône ces fameux 4 logos, signe pour Karl-Heinz Lamberts que l'idée était bien en marche. Il les interviewe en 2010, en 2011, en 2014, il répète l'idée et finalement maintenant, elle semble être sur table. Nous avons donc le concepteur de l'idée, un homme aussi avec un franc-parler, avec du pouvoir et de l'influence. Il sera challengé ici par Petra Meyer de l'Université d'Anvers, Antwerpen, et Christophe Nissen de l'UC Louvain. Christophe Nissen est l'auteur d'un courrier hebdomadaire du CRISP avec Frédéric Brouon et Mine Rechamp, intitulé « La communauté germanophone après la 6e réforme de l'État ». Mais d'abord, la parole donc est à Karl-Heinz Lamberts qui va exposer ses arguments. Il aura environ un quart d'heure pour les expliquer et il sera challengé ensuite pendant 8 à 10 minutes par chacun des 2 experts. Puis par vous, qui êtes dans la salle virtuelle. Je rappelle, si vous m'entendez, de couper votre micro, parce que sinon c'est très compliqué pour la suite de l'audition des différents exposés de la discussion. Donc n'oubliez pas de couper votre micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Karl-Heinz Lamberts, la parole est à vous. Ja, guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich wollte Sie ja noch zumindest in meiner Muttersprache begrüßen. Je voudrais au moins utiliser l'allemand pour un bonjour très cordial à tout le monde. Et je vais continuer à m'exprimer en français parce que je maîtrise cette langue un peu mieux que le néerlandais. Encore que j'ai toujours essayé de le parler le plus souvent possible quand cela s'impose. Je crois d'ailleurs que le respect des langues est quelque chose d'extrêmement important et fondamental. Oui, j'ai passé un demi-siècle maintenant avec cet enjeu de la réforme de l'État belge. Et j'en suis d'ailleurs particulièrement heureux parce qu'il n'y a pas tellement de gens qui ont eu ce privilège dans leur vie de commencer à l'âge de 18 ans à faire de la politique en 1970, à un moment où commençait également la transformation progressive de l'État belge d'un État unitaire décentralisé vers un État fédéral avec des fortes composantes confédérales et dont la principale caractéristique et particularité que personne ne comprend à l'étranger et parfois pas en Belgique non plus, dont la principale particularité est la bicéphalité asymétrique de la structure des entités fédérées. Bicéphalité asymétrique, c'est un beau mot. On peut toujours l'utiliser, on est sûr que personne ne le comprend, mais je vais essayer d'y entrer un peu parce que c'est ça le sort de la communauté germanophone. Et en cela d'ailleurs aussi, la communauté germanophone a un véritable destin lié
à la région bruxelloise parce que toute cette complication extraordinaire avec des entités fédérées, régions et communautés qui en plus transfèrent des compétences d'une manière asymétrique ou structurent différemment leurs organes, tout cela a été inventé pour résoudre un problème qui est vraiment comparable à une quadrature du cercle. Et sans cette complication, l'État belge fédéral ne serait jamais venu au monde. On a dû vraiment faire un compromis à la belge dans sa parfaite expression. C'est quoi un compromis à la belge parfait? On a des points de vue incompatibles, on discute très longtemps, surtout les nuits. Un jour, on fait une conférence de presse en présente d'une solution que personne ne comprend, et c'est d'ailleurs essentiel parce que tout le monde peut alors dire qu'il a eu raison et qu'il a gagné. Mais l'essentiel de ce compromis, c'est une autre dimension, il fonctionne quand même. Et on peut dire beaucoup de mal de l'État belge, mais on peut aussi quand même dire en toute sincérité, cet État fonctionne. Alors, la communauté germanophone, là-dedans, n'est pas du tout le chef d'orchestre. J'ai un jour dit qu'on était tout au plus un joueur de triangle. En tout cas, on est une entité dont le sort est vraiment lié fondamentalement à l'évolution de cet État. Bon, nous sommes les derniers Belges, parce que nous sommes arrivés en Belgique, les derniers, après le traité de Versailles, puis des gens comme mon grand-père ont changé 3 fois de nationalité au siècle dernier. Et puis, après la Deuxième Guerre mondiale, quand il était difficile de défendre dans cette région ici l'existence et la raison d'être de la langue allemande et de la culture allemande, pour des raisons que vous imaginez, à un moment déterminé, on a écrit quelque part la phrase suivante que je vais vous lire. Il existe un malaise qui affecte la vie nationale et dont la conscience grandit dans la Belgique entière. En opposant wallons et flamands, il pourrait compromettre à la longue l'unité belge. Les régions d'expression française ressentent aujourd'hui, pour des raisons parfois différentes, le même sentiment de crise ou d'infériorité qui a ému depuis longtemps les Belges d'expression flamande. Les racines de ce malaise doivent être recherchées. Alors la belle devinette est de savoir d'où vient ce texte. Eh bien, je vais vous le dire, parce que je n'ai qu'un quart d'heure. C'est dans l'exposé des motifs de la loi créant le fameux Centre de recherche pour la solution nationale des problèmes sociaux, politiques et juridiques des diverses régions du pays, communément appelé le Centre Armel. Et ce texte date, écoutez bien, du 21 mai 1946, quelques mois après la fin de la guerre. Et c'est ce Centre Armel qui, en 1958, dépose un rapport, et ce rapport est d'ailleurs la base de tout ce qui va suivre par après, et notamment de la loi sur l'emploi des langues en matière administrative avec les 4 régions linguistiques, et vous imaginez que ce n'est pas par hasard que je fais cette citation. Donc là, la Belgique est en train de se transformer, et les germanophones qui sont là avec leurs 847 km² et quelques 80 000 habitants, et ils se demandent, mais quel est notre sort dans tout cela? Et dès le début, dès les années 70, on a dit, mais somme toute, on ne va pas compliquer la vie. Si les flamands et les francophones se mettent d'accord sur des structures et se donnent des autonomies, alors nous demanderons simplement la même chose. C'est simple à comprendre et c'est quelque chose qui a souvent aussi une grande légitimité. Évidemment, ça serait beaucoup trop simple en Belgique de dire oui à une telle revendication. Alors, qu'est-ce qu'on a fait en 70? On a imaginé cette bicéphalité région-communauté pour donner raison aux flamands et aux francophones sur Bruxelles, donc de ne pas résoudre le problème, parce que c'est quoi? La vraie raison de cette différence, c'est pas que l'une dimension serait territoriale, l'autre liée aux personnes, non, c'est tout simplement ce que les flamands veulent laisser aux Bruxellois gérer eux-mêmes, ça, on appelle ça le régional, et ce que les Flamands veulent eux-mêmes gérer à Bruxelles, c'est le communautaire. Et on change d'ailleurs facilement, beaucoup plus compliqué
que dans la vie réelle du sexe institutionnel des compétences. Voyons comment on a fait ça avec un trait de plume, avec les monuments et sites ou le tourisme. Mais le vrai nœud de tout ça, c'est cet accord sur Bruxelles. Et c'est génial, parce qu'on a pu vraiment créer une quadrature du cercle, sinon on ne serait jamais sorti du problème. Mais en réalité, ça peut évidemment pas très bien fonctionner. Les Flamands ont compris tout de suite, on a mis dans la Constitution la disposition qui permet la fusion des organes. Un Parlement, un gouvernement, et puis le reste va tout seul. Pour les francophones, pour des raisons évidentes, parce que sinon Bruxelles n'aurait jamais vu la vie, on fait autre chose. Ils ont commencé à faire des doubles mandats. On est à la fois député wallon et quelques Bruxellois aussi, et député de la communauté française. Pour le gouvernement, on peut faire la même chose. Et puis, on a aussi, à un moment déterminé, décidé de transférer l'exercice de compétences communautaires de la communauté française vers la région wallonne ou la COCOF. Tout ça, un énorme élément de complication. Mais les germanophones, ils n'ont rien à foutre avec tout ça, si je peux m'exprimer simplement. Nous avons un territoire, il y a des compétences en Belgique que l'État ne veut plus exercer, alors nous voulons les exercer nous-mêmes. Ça, c'est notre position de départ et je défie tout le monde de la mettre fondamentalement en question, parce qu'elle est très simple et très solide, mais elle n'est pas simpliste. Et c'est ainsi que nous essayons de naviguer dans tout cet océan qui, à certains moments, bouge beaucoup et parfois est calme, mais ça ne bouge jamais autant qu'on le croit et c'est jamais aussi calme qu'on ne l'imagine. Et on le voit d'ailleurs tous les jours dans la politique belge parce que le principal élément confédéral de notre système politique, c'est évidemment l'inexistence ou la quasi-inexistence de partis fédéraux dans ce pays. Donc, le pouvoir en Belgique est au niveau des régions. Et alors, dans tout cela, les germanophones ont dit mais merci pour les compétences communautaires, pas question de nous les piquer comme on l'a fait avec les monuments et sites au début des années 90 et comme ça s'est reproduit avec le tourisme plus tard. Et donnez-nous aussi de préférence les compétences régionales. Alors on a dit non, ça c'est pas possible parce que sinon l'ensemble ne marche pas. Mais on ne serait pas en Belgique si on n'avait pas inventé une solution. Et cette solution, c'est le fameux article 59 ter, paragraphe 3, qui est devenu l'article 139 de la Constitution. On a dit, mais si vous voulez des compétences régionales, mais allez négocier avec la région wallonne et arranger ça bilatéralement. C'est unique dans le droit constitutionnel comparé, d'avoir un État où on peut changer des compétences sans changer ni loi, ni constitution, mais simplement par accord. Et ça a pris beaucoup de temps avant que ça ne marche, mais depuis lors, ça a beaucoup marché. On a commencé à récupérer ce qu'on avait perdu, les monuments et sites, puis on a eu l'emploi, puis toutes les compétences et pouvoirs locaux, sauf les provinces, mais j'y reviendrai. Après, on a eu le logement, l'aménagement du territoire, donc d'importantes compétences régionales sont d'ores et déjà aujourd'hui gérées par la communauté germanophone et, ce qui est important pour les francophones, la communauté germanophone n'a jamais abandonné une seule compétence dans l'autre sens vers la région wallonne et ne le pourrait d'ailleurs pas parce que la Constitution ne le prévoit pas. Donc nous sommes dans une situation qui est quasi identique à celle de la Flandre. Nous exerçons des compétences communautaires et une grosse partie des compétences régionales, et il reste encore un certain nombre de compétences qu'on voudrait aussi avoir progressivement chez nous, avec les moyens financiers adéquats, évidemment. Et c'est pour cela, dans toute cette discussion qui est passionnante, nous avons le temps, nous sommes très calmes, parce qu'on a un mécanisme de réaliser notre objectif d'être une communauté-région à part entière, sans changement de constitution, et sans une 7e réforme de l'État. Mais dans le cadre d'une 7e réforme de l'État, ça serait évidemment fort intéressant d'arriver vers cette nouvelle ingénierie institutionnelle, vers ce nouvel design institutionnel de la Belgique. Et là, je dirais en quelques mots pourquoi je suis convaincu que la Belgique A4 est la bonne solution, mais elle n'est pas indispensable, je le souligne vraiment, pour que nos objectifs soient réalisés. Nous avons deux voies possibles, la réforme de l'État
ou l'article 139, mais il y a beaucoup de raisons, et c'est le résultat de mon observation depuis un demi-siècle de la politique belge. Il y a beaucoup de raisons pour construire l'État belge sur le fondement de ces 4 régions linguistiques de la loi de 63, résultat du rapport Harmel, parce que la réalité politico-socio-économico-culturelle, je ne sais pas ce qu'on peut encore ajouter, de la Belgique d'aujourd'hui correspond assez bien à ces ressentis. La Flandre est la Flandre, la Wallonie est la Wallonie. La communauté germanophone est vraiment la communauté germanophone. Et la plus grande injure qu'on peut nous faire, c'est que nous sommes des Wallons germanophones. Bon, nous aimons bien les Wallons, mais nous ne sommes pas les Wallons, nous ne serons jamais des Wallons pour des raisons historiques et d'évolution évidente. Et les Bruxellois, mais c'est les Bruxellois qui doivent régler ce problème, se sentent de plus en plus bruxellois d'ailleurs, tout en restant francophones ou néerlandophones, et tout en n'oubliant pas l'aspect davantage cosmopolite que cette ville acquiert toutes les semaines. Donc là, ça c'est une base solide pour construire un fédéralisme sur un échafaudage institutionnel, territorial bien établi. Mais il faut évidemment faire plus que cela. Il faut tout d'abord se reposer la question, est-ce que l'actuelle répartition des compétences, est-ce qu'elle est cohérente? Est-ce qu'elle est logique? Est-ce qu'il y a des dysfonctionnements? Évaluons à cet égard ce qui se passe pendant la crise Covid, mais aussi à d'autres niveaux. Le cinéma qu'on a vécu à nouveau dans le contexte de la COP26 est aussi une illustration de ce qu'il y a nécessité à changer. Et regardons comment on peut autrement organiser, plus efficacement organiser tout ça. Plus efficacement organiser tout ça. Mais il faut, pour arriver à un résultat, évidemment, qu'il y ait aussi une vraie loyauté fédérale et un vrai souci, une vraie volonté d'arriver à un résultat. Parce que le maître mot de toute réforme de l'État est nécessairement dialogue et équilibre. Mais tout cela, ça doit se faire, ça se fera peut-être, ça ne se fera peut-être pas, on verra bien. En tout cas, on peut considérer la 6e réforme de l'État un peu comme une symphonie inachevée, comme l'a fait Beethoven, contre sa volonté évidemment, et elle doit continuer. Elle est dans la meilleure des situations, comme l'avait écrit un collectif il y a quelques années dans un numéro spécial du journal des tribunaux. Ça peut être, la 6e réforme de l'État peut, si on y arrive, être une façon de paver progressivement, avec grande prudence, le chemin qui conduirait à une Belgique composée d'entités plus classiques, à savoir ces 4 entités. Alors, pourquoi est-ce que je parle de tout ça? Mais évidemment, parce que c'est existentiel pour la communauté germanophone. Nous devons être prêts à intégrer une structure future et nous devons pour cela très bien observer ce qui se passe, ce qui pourrait se passer, et nous devons au bon moment dire ce que nous voulons. Alors, je crois que pour la Belgique de demain, il faut vraiment évaluer comme on le fait maintenant. C'était intéressant aussi d'avoir le dialogue citoyen, mais il faut aussi être sûr de le mener jusqu'au bout. Et il faut peut-être davantage qu'on ne le fait maintenant, s'inspirer des expériences d'États fédéraux ailleurs. Et en Europe, tous les États fédéraux qui existent sont des États germanophones ou à majorité germanophone, la Suisse, l'Autriche, l'Allemagne. Et au niveau de la répartition des compétences, des finances, de la participation des entités fédérées à ce qui se passe au fédéral, il y a d'innombrables choses à observer dans ces pays, des bonnes choses, des mauvaises choses. En tout cas, on peut s'inspirer, on ne peut jamais copier un à un, mais on peut s'inspirer, et je prétends, pour l'avoir étudié pendant toute ma vie, il n'y a aucun problème en Belgique
au niveau de la structure fédérale pour lequel on ne pourrait pas trouver quelque part dans ces états-là une source d'inspiration pour le résoudre. Alors, la communauté germanophone dans tout ça, son ambition est simple. Elle veut être une entité fédérée à part entière et la question qui se pose, est-ce qu'une petite région peut être une entité fédérée à part entière dans un État fédéral adulte? La réponse pour moi est sans aucun doute oui. Et pour cela, nous nous sommes d'ailleurs, en communauté germanophone, très souvent dans le passé mis d'accord parce que nous cherchons toujours le plus grand consensus possible sur ce genre de choses, parce que si la petite communauté germanophone se divise encore là-dessus, alors c'est difficile d'arriver à des résultats. Nous avons des résolutions très claires de notre Parlement, votées à une très grande majorité. Nous avons 2 voies pour arriver à cet objectif d'une entité fédérée qui, avec des moyens financiers ou des mécanismes de financement adéquats, peut gérer l'ensemble des compétences actuelles ou futures des entités fédérées. Et le principal argument qui nous mène vers cette revendication est évidemment celui de la cohérence. Le mal belge, c'est le défaut de cohérence au niveau de la répartition des compétences. Et si sur un même territoire comme le nôtre, une partie des compétences des entités fédérées sont gérées par nous-mêmes, une autre partie par la région wallonne qui par ailleurs sur son territoire intègre des compétences communautaires qu'elle a prises à la communauté française. On est tous les jours dans les embroglios, on peut tous les jours trouver une raison pour aller devant la Cour constitutionnelle et en réalité ça ne peut pas marcher. La cohérence est le principal argument qui est important pour nous. Alors, est-ce que c'est simple? Oui, c'est simple. Ce sont quelques modifications constitutionnelles, légales ou un accord de coopération avec les transferts de compétences avec la région wallonne, mais c'est évidemment pas si simple dans la réalité. La proximité, la dimension réduite, ça a beaucoup d'avantages, mais je ne vais pas les identifier maintenant, parce que ici, je crois qu'on veut surtout parler des problèmes. Il y a évidemment des problèmes. Mais la question, est-ce que la communauté germanophone n'est pas trop petite pour ce genre d'expérience, est une question tout à fait légitime. Et imaginez-vous, c'est pas la première fois que nous nous la posons tous les jours, depuis maintenant presque 50 ans que nous gérons cette communauté, et nous nous la posons aussi d'une manière très systématique. Nous avons fait en 2004, en 2009 et en 2014 3 colloques internationaux sur ce sujet et chacun de ces colloques a donné lieu à une publication que je vous montre juste ici pour que vous croyiez ce que je dis. Et nous avons étudié tous ces problèmes. Alors, je ne vais pas aller dans le détail maintenant parce que je suppose que d'autres vont aborder ce problème-là aussi. Quels sont les principaux problèmes quand on est petit? Monsieur Lambert, il reste 5 minutes. Oui, c'est largement suffisant pour dire ce que je veux encore dire. Quels sont ces problèmes? D'abord, il y a souvent un manque d'effet de seuil. Il faut des structures, même si on est petit, qui ont une dimension minimale. Et ça peut être difficile de le réaliser. Il faut être très créatif pour trouver les bonnes solutions. Alors, ça peut aussi conduire à des pénuries au niveau de la main-d'œuvre qualifiée, mais c'est vrai, c'est pas seulement un problème chez nous, c'est un problème ailleurs aussi, mais nous avons quand même 2000 germanophones hautement qualifiés qui travaillent quelque part ailleurs dans le monde. Et si c'est possible que ces gens travaillent ailleurs, je crois que dans un monde de 7 milliards d'habitants, on trouvera quand même les quelques centaines de personnes qu'il faut pour régler nos problèmes ici. Donc, il faut aller chercher ailleurs, il faut une interrelation, c'est très important. Il y a aussi, quand on est petit, parfois trop de proximité. Mais contre ça, il faut se protéger et le contrôle de la population et le contrôle parlementaire est le meilleur élément. Mais en tout cas, il est plus difficile de chipoter dans une petite entité que dans une grande si ce contrôle fonctionne réellement. Alors,
la principale réponse à toutes les objections qu'on peut avoir au niveau de la dimension, c'est la coopération. Parce qu'il faut bien comprendre une chose. Être autonome ne veut pas dire faire tout soi-même. Être autonome, ça veut dire décider ce qui se passe, mais le faire soi-même ou en coopération avec d'autres, ça c'est une question d'opportunité. Et quand on vit dans une région frontalière où il y a à la fois les voisins de l'autre côté de la frontière linguistique, les autres entités fédérées belges, et des partenaires du côté allemand, luxembourgeois, néerlandais, ou dans un monde européen où la coopération interrégionale joue un rôle très important, il y a énormément de possibilités de collaboration qui existent et qui permettent alors de dépasser le problème de seuil. Et un autre élément fort important, c'est d'avoir une approche originale au niveau de la répartition des rôles entre le niveau régional, la communauté germanophone, et le niveau communal. Entre une communauté et 9 communes, la coopération peut être qualitativement tout à fait différente de ce qu'on vit dans des situations où des plus grandes entités ont des milliers d'entités locales avec lesquelles elles doivent travailler. Alors, la vraie question qui se pose aussi, c'est évidemment, est-ce que c'est financièrement vivable? Ça, c'est une très bonne question. Et là, vous vous imaginez aussi qu'elle nous préoccupe tous les jours. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans nos revendications, nous parlons toujours de moyens de financement ou de moyens financiers adéquats, sans préciser trop. Mais nous avons travaillé énormément sur ce sujet. D'abord, nous avons identifié les handicaps objectifs que nous pouvons avoir. C'est en effet l'effet de seuil. Même avec la plus petite administration qu'on peut imaginer, on sera proportionnellement à la population toujours plus grand que ça se passe dans une grande région comme la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, mais aussi la Wallonie ou la Flandre. Et d'autre part, il y a évidemment des effets au niveau du revenu fiscal, l'IPP. Bon, il faut savoir qu'il y a 18 000 personnes qui travaillent en communauté germanophone et habitent ici. Il y a 3 000 personnes qui viennent travailler dans notre région et qui habitent ailleurs, principalement en Wallonie. Et il y a 9 000 personnes qui habitent chez nous et qui travaillent au Luxembourg et en Allemagne. Et ça, c'est un gros problème, et il n'est pas unique en Belgique. La région bruxelloise le connaît aussi et a été d'ailleurs refinancée, notamment lors de la 6e réforme de l'État pour ce motif-là. Et puis, s'il y a des handicaps, je dirais, objectivables, il y a aussi un exercice à faire. Nous avons, avec beaucoup d'efforts et des moyens, mis en place une simulation sur base des simulateurs belges qui existent, qui prévoit que la communauté germanophone serait traitée avec toutes les compétences régionales et communautaires, comme l'est actuellement dans l'actuelle loi de financement la Flandre. Et nous avons fait fonctionner ce simulateur et nous constatons que les problèmes qu'on pourrait rencontrer paraissent être, je suis très prudent, paraissent être beaucoup moins importants qu'on ne l'imaginerait. Donc, il y a là pour nous un travail de longue haleine qui a été fait, qui est en train maintenant de se concrétiser. Et je ne peux pas maintenant dire des résultats définitifs, mais en tout cas, nous sommes nous-mêmes positivement surpris par ce que nous voyons dans les chiffres. Et ce n'est pas n'importe qui a élaboré ces simulateurs, ce sont les gens qui s'y connaissent vraiment parce qu'ils l'ont fait pour la Belgique tout entière. Alors, dans tout cela, il faut maintenant voir comment la Belgique évolue. En conclusion? Oui, c'est ça quand je dis qu'il faut voir comment la Belgique évolue. Je connais les problèmes, les difficultés, et j'ai dit tantôt ce que c'est un compromis à la belge, donc on aura encore beaucoup d'émotions et de débats, mais je reste convaincu, après un demi-siècle de politique en Belgique, qu'on retrouvera à nouveau une solution et que l'État fédéral belge redésigné a encore un bel avenir devant lui. Et dans cet État fédéral belge, la communauté germanophone veut, et j'en suis convaincu, peut jouer vraiment un rôle d'entité fédérée à part entière.
Merci beaucoup, Monsieur Lamberts. Donc, on a un bon pitch de départ. On a beaucoup d'informations. On voudrait en savoir plus sur ces chiffres si positifs que vous avez vus, mais on vous reposera la question. On ne sait jamais vous craquer en cours de webinaire. On va demander maintenant à Petra Meyer de l'UE Antwerpen de donner son avis, de challenger notre orateur du jour. Dank u. Meyer, Dank pardon. u ook. Sorry? Nee, het is uw beurt. Dank u wel. Merci beaucoup. Dank u. Dank u ook, meneer Lambert, voor uw interessante uiteenzetting. Spreken over Oost-België of Oost-België in plaats van over de Duitsstalige gemeenschap is uiteraard natuurlijk een politiek statement dat het niveau van een symbool of een semantisch symbool overstijgt. Inderdaad, als we verwijzen naar Oost-België, dan denken we eigenlijk aan een territorium, terwijl de Duitsstalige gemeenschap, zoals de andere gemeenschappen in België, initieel aan de basis natuurlijk persoonsgebonden materies beheerden. Nu, een belangrijk punt, en dat stipt u een stukje ook aan indirect in uw presentatie, is dat we bij de gemeenschappen niet zomaar van een personeel federalisme aan zich spreken, aangezien de bevoegdheden van de gemeenschappen in een zekere zin territoriaal afgebakend zijn. Stel, u woont als Duitsstalige Belg in Brussel, dan zal het niet de Duitsstalige gemeenschap zijn die instaat voor uw onderwijs en cultuur. De Duitsstalige gemeenschap die ziet haar bevoegdheden beperkt tot een bepaald politiek afgebakend territorium, zoals dat ook geldt voor de Franstalige gemeenschap, de Franse gemeenschap, de Vlaamse gemeenschap. Mocht u als Vlaming in Oost-België wonen, dan zal de Vlaamse gemeenschap evenmin bevoegd zijn voor u, zoals de Duitsstalige dat is voor een taalgenoot van haar in Brussel. Spreken over Oost-België in plaats van over de Duitsstalige gemeenschap, en dat heeft u eigenlijk ook heel goed uitgelegd, reflecteert wel een andere heel belangrijke evolutie, namelijk dat er doorheen de tijd stelselmatig overhevelingen van bevoegdheden van het Waalse gewest naar de Duitsstalige gemeenschap heeft plaatsgevonden. Daar zijn redenen toe die politiek-wetenschappelijke wetmatigheden weerspiegelen. Ten eerste, een overheid wil altijd haar eigen bestaansrecht veiligstellen. Eens in het leven geroepen wil ze blijven voortbestaan. Ja. Daarnaast zijn er bestuurskundige en beleidsmatige redenen. Het is in veel gevallen efficiënter en ook zinvoller om bepaalde bevoegdheden te bundelen. Met andere woorden, en dat heeft u heel goed aangeduid, die Duitsstalige gemeenschap heeft al veel vlakken eigenlijk dat niveau van de gemeenschap overstegen. Dat gewest in Oost-België, dat is al lang in de maak. Ja. De kwestie die we hier vandaag aanspreken, houdt verband met twee, er zijn meer, maar ik ga mij beperken tot twee spanningsvelden binnen de Belgische federale staatsarchitectuur. Eerst is het spanningsveld tussen, zoals ik al zei, dat personeel en dat territoriaal federalisme, waar we nog niet zoveel over gezegd hebben. En het tweede spanningsveld, daar heeft u heel indirect op gealludeerd, dat is het spanningsveld tussen shared rule en self-rule, tussen gedeeld en zelfbestuur. Van elk ervan wil ik een hoofd- en een nevenvraag of een reflectie koppelen. Dat eerste spanningsveld is, zoals ik zelf ook zei, het gevolg van die dubbele laag deelstaten die van België een unieke case maken en die ik altijd heel moeilijk uitgelegd krijg aan mijn studenten Belgische politiek, namelijk die gemeenschappen en die gewesten. Dat leidt niet enkel voor de Duitsstalige gemeenschap tot een situatie waarbij een overheid niet over alle aspecten van het op haar territorium, even tussen aanhalingstekens, gevoerde beleid gaat. Er is nergens in België een echte 1-op-1 match tussen gewest en gemeenschap. Ja. Maar met uitzondering van Vlaanderen is het vooral zo dat men probeert die match beetje bij beetje in te vullen. Zo is Brussel in zekere opzicht, en ik denk dat we niet om Brussel heen kunnen als we het over de Duitsstalige gemeenschap hebben, het spiegelbeeld van die Duitsstalige gemeenschap. Het is een gewest, initieel zonder gemeenschapsbevoegdheden, zoals de Duitsstalige gemeenschap, initieel een gemeenschap zonder gewestbevoegdheden geweest is. En we zien inderdaad ook dat de Franstalige gemeenschap de uitoefening van een aantal bevoegdheden overlaat aan Brussel. Enfin, bestuurskundig net iets complexer, maar daar komt het in de praktijk op neer. Zoals Wallonië er overlaat aan de Duitsstalige gemeenschap. Het is moeilijk een gemeenschap te besturen en een zinvol beleid voor te voeren als je niet ook bepaalde territoriale aspecten kunt afdekken,
Zoals het ook moeilijk is een territorium zinvol te besturen als je niet bepaalde persoonsgebonden materies kunt uitoefenen. En dat brengt mij bij mijn eerste vraag. Een volwaardig Duits gewest inrichten zonder naar dat gehele plaatje en uiteindelijk vooral ook naar Brussel te kijken, is moeilijk. Hoe kunnen we die twee met elkaar verzoenen? Waar zijn de wins voor iedereen? Hoe kunnen we een coherent uitleg geven, een coherent betoog opbouwen dat iedereen zou kunnen onderschrijven? Immers, de identitaire kaart die in Duitsstalig België zou werken, ligt in Brussel moeilijk. U had het over het cosmopolitische, maar dat is natuurlijk niet alleen dat. Daaraan gekoppeld, mijn tweede nevenvraag. Een van de klassieke argumenten van de N-VA is dat België niet uit één, maar uit twee democratieën bestaat. Ik wil dat argument even gaan herinterpreteren. Cruciaal in een democratie is dat de vertegenwoordigers, parlement, regering, verantwoording afleggen voor hun daden. Ja, daarvoor dienen verkiezingen. Ja. Nu, die logica van 4 gewesten, of van 4 deelstaten, zoals u wil, die past hier heel goed in. Omdat de band tussen burgers en wie hen bestuurt duidelijker wordt dan in het huidige scenario. Veel kiezers vandaag de dag kunnen niet met precisie zeggen voor welk bestuursniveau ze zijn gaan stemmen op het moment waarop ze het stemhokje verlaten. Ja, dat is 1. Laat staan dat ze kunnen zeggen om welke bevoegdheden het gaat. Ja. Dus die Belgische staatsarchitectuur die is voor de doorsnee persoon gewoon veel te complex en ook voor heel veel anderen. Zou het, mijn bijvraag, gezien dat identitaire moeilijk ligt, niet zinvoller zijn om te argumenteren vanuit een democratische logica? België als een democratie met 4, niet 2 deeldemocratieën, die dan overkoepeld worden door een soort van metademocratie. Niet elke staatsstructuur is immers gebaseerd op een identitaire logica. De logica van democratie lijkt me vandaag de dag, met alles wat we hebben zien passeren de laatste 2 decennia, misschien wel belangrijker dan een al dan niet historisch gegeven identiteit. Dit brengt mij bij het tweede spanningsveld en daar kan ik veel korter over zijn dan het eerste, mocht de moderator ondertussen angst hebben dat ik boven mijn minuten uitga. Dat tweede spanningsveld is dat tussen shared rule en self-rule, tussen gedeeld bestuur en zelfbestuur. U wenst eigenlijk voor die Duitsstalige gemeenschap, Duitse gewest, Duitse deelstaat, meer zelfrule. U zegt, wel, die hebben we in principe al, want daar bestond een mechanisme voor dat voorzien is. Maar u zou dat eigenlijk ook graag willen doortrekken en ergens erkend krijgen. Ja? Als we dat doortrekken, dan zou dat voor al die entiteiten eigenlijk een stukje betekenen dat ze territoriale en persoonsgebonden materies, bevoegdheden, samen besturen of samen beheren. Ja. Maar als we dat niet doen, zelfs als we dat niet doen en ons alleen beperken tot de Duitsstalige gemeenschap, dan komt hier mijn tweede vraag. Moeten we niet dan op de een of andere manier, en u heeft dat wel gezegd, dat samenwerken belangrijk is, maar het punt is natuurlijk, moeten we dan niet gaan naar een vorm van samenwerkingsfederalisme? Moeten we dan niet ook gaan naar eventueel gedeelde bevoegdheden tussen het federale niveau en die deelstaten? Ja? En dat is nu net een van de grote pijnpunten. Het is namelijk net het tegendeel van wat we vandaag de dag in België hebben. Het is het tegendeel van hetgene wat dat Belgisch federale systeem kenmerkt. Wij zijn geen kampioenen in samenwerkingsfederalisme, laat staan in gedeelde bevoegdheden. Mijn vraag, welke incentives zijn er dan om daar te geraken? Als alle indicatoren in net tegenovergestelde richting wijzen. Daaraan wederom gekoppeld een tweede reflectie. De EU, daar hebben we het nog niet over gehad, maar een heel belangrijke speler voor ons. De EU dwingt de deelstaten, daar waar regionale bevoegdheden vooral een Europese dimensie hebben, dwingt die tot samenwerking. Dat zou in dat geval ook zo zijn voor een Duits gewest of een Duitse deelstaat. Ja? Dat u graag mee aan tafel zou willen schuiven. Alle begrip, meneer Lambert. Maar wederom is mijn vraag, welke incentives ziet u voor de andere gewesten om daar te geraken? Om af te ronden, bestuursanalytisch en technisch
ik denk dat wij twee het daar helemaal over eens zijn, ja, is een België van 4 deelstaten, coherente deelstaten, een heel helder plaatje. Ja? Analytisch en technisch ja, maar, en dat is mijn rol hier vandaag, ik wil even graag de advocaat van de duivel spelen. Welke incentives hebben wij? Welke mogelijkheden zijn er, of ziet u, om daar politiek te geraken? Dank u, Petra Meijer. Dus we zullen de antwoorden krijgen van meneer Lamberts na de interventie van Christophe Nissen. Christophe Nissen, c'est à vous. Merci beaucoup, Madame Delvaux. Monsieur le Président du Parlement, Mesdames et Messieurs, les arguments que Monsieur Lambert vient d'avancer dans son exposé sont pour la plupart convaincants. Une Belgique accate en effet le mérite d'une plus grande transparence pour les citoyens. Elle a le potentiel d'une plus grande efficacité, même si ça reste à démontrer dans les faits, et elle serait sans doute une plus grande simplicité institutionnelle. Quant à l'argument de la multipolarité, surtout évoqué par les modérateurs en début d'introduction, il tient probablement plus à une position renforcée de Bruxelles qu'à celle de la communauté germanophone qui est trop petite pour faire ce contrepoids. Mais même dans ce cas, il ne faut pas oublier qu'il reste, même à ce moment-là en Belgique, 2 grandes communautés linguistiques et le potentiel pour de la bipolarité, tant au niveau fédéral qu'à Bruxelles. Ceci étant dit, et puisque c'est mon rôle, j'ai quand même 4 questions pour Monsieur Lamberts. Et étant donné que ma collègue a déjà couvert des aspects un peu plus de théorie fédérale, j'aimerais amener quelques éléments pratiques d'un point de vue aussi d'un germanophone que je suis personnellement. Au sein du Parlement de la communauté germanophone, la position défendue par son président est partagée par 22 députés sur 25. Le seul parti qui s'y oppose, c'est le parti anti-système Vivant, et la position est d'ailleurs enterrée dans une résolution parlementaire datant de 2011. Malgré ce large support au sein du Parlement, la question semble moins évidente pour pas mal de citoyens. Dans les enquêtes représentatives que le gouvernement a commanditées en 2011, en 2014 et en 2018, seuls 31 à 39 des répondants indiquaient être en faveur de plus de compétences. À la question de savoir si la communauté germanophone devrait devenir une 4e région, les opinions sont partagées, avec 47% qui soutiennent, 45% qui s'y opposent, et vous noterez que 8% ne prennent pas de position. On est ici en 2018. En même temps, quand on pose la question d'une série de compétences, en voulant savoir si ceci devrait être transféré à la communauté, il y a toujours des majorités qui disent oui. Et donc ici, on a une certaine contradiction, et il ne semble pas donc y avoir d'opinion tranchée au sein de la population, tant par rapport à la question des compétences que par rapport à la question de la 4e région. On pourra par ailleurs objecter que c'est une question bien trop complexe que pour être traitée dans un questionnaire ou encore dans un référendum, mais il me semble que l'enjeu du support populaire ne peut quand même pas être négligé. Et ma première question à M. Lambert serait comment lui et ses collègues souhaitent s'y prendre. Ensuite, supposons qu'il y ait tant le support politique que populaire pour la 4e région à l'intérieur de la communauté germanophone, une question épineuse restera sa réalisation concrète. La communauté a par le passé prouvé qu'elle était capable d'intégrer des compétences substantielles que certains n'avaient pas cru possible. L'enseignement est un premier exemple, mais les allocations familiales, plus récemment, sont probablement un deuxième. Cependant, nous avons également vu que l'intégration de ces compétences prend du temps et surtout du personnel. Vous me direz alors qu'il y a d'autres entités fédérées au monde, telles que les cantons suisses par exemple, dont certains sont encore plus petits que l'ADG et gèrent au moins, si pas plus, de compétences. Cependant, si le jour viendra où les 2 grandes communautés se mettent d'accord pour fédéraliser encore davantage, pour ne pas dire la plupart des compétences aux entités fédérées, et par conséquence à une 4e région que serait alors la communauté germanophone, cette comparaison n'est peut-être plus vraie et on est en droit de se demander si elle aura les ressources financières, mais surtout humaines, pour les administrer. Au-delà de la faisabilité, se pose pour la communauté germanophone aussi la question de la désirabilité. Pour les 2 grandes communautés, ce n'est pas un problème parce qu'ils ont de facto un droit de veto sur ce qui est transféré. Pour la communauté germanophone, ce droit de veto n'existe pas, mais le jour où elle est une 4e région, elle n'aura pas le choix et devra exercer toutes les compétences que les autres décident de fédéraliser, qu'elles le veuillent ou non. Je pourrais ici encore revenir sur l'exemple des allocations familiales qui sont venues à la dernière réforme de l'État, qui n'était pas une demande explicite de la communauté germanophone, mais les a
reprise parce que c'était fédéralisé. Et je trouve qu'on peut douter de la volonté de certains parlementaires s'ils l'avaient prise, si jamais ça ne leur aurait pas été proposé, mais la question ne se posait pas, elles étaient communautarisées et donc aussi applicables à la communauté germanophone. Ma deuxième question est donc la suivante. Ne serait-il pas plus judicieux, dans cette optique, de prévoir un mécanisme qui permet à la communauté germanophone de juger l'arrivée des compétences au cas par cas, donc tant pour assurer la faisabilité que pour la désirabilité. Pour les compétences qu'elle ne veut ou qu'elle ne peut pas gérer, ce serait la région wallonne qui deviendrait compétente. Vous me direz que la situation actuelle est déjà telle, mais il y a quand même une différence notable, c'est que dans ce scénario-ci, c'est la communauté germanophone qui décide de quoi elle souhaite être compétente parmi tout ce qui est fédéralisable, et ce ne sont pas les autres entités. Ceci nous approcherait d'une fédération plus mature parce que toutes les entités ont leur mot à dire. La DG serait de jure une quatrième région sur pied d'égalité avec les autres parce qu'elle peut faire tout ce que les autres peuvent faire, mais elle aura de facto un veto individuel de faisabilité et de désirabilité qui en plus n'empêcherait pas les autres d'avancer si elles le souhaitent. Qu'en pensez-vous? Troisièmement, et en lien avec cet enjeu, et je serai plus court cette fois-ci, il y a la question de ce que pensent les autres entités fédérées et de ce qu'ils veulent bien donner à la communauté germanophone. Dans le cadre d'un courrier hebdomadaire coécrit en 2015 avec Frédéric Bon et Mulrechamp, nous avions interviewé l'ensemble des ministres et parlementaires germanophones pour connaître leur position sur et dans la 6e réforme de l'État. De manière assez naïve, j'avais posé la question à M. Lamberts, qui avait été ministre-président notamment pendant que la réforme était négociée, quelle avait été l'influence de la communauté germanophone sur la réforme, et il m'a dit, je cite, « L'influence n'était même pas homéopathique, elle est tout simplement inexistante. » Fin de citation. Ma troisième question serait alors, comment faire politiquement pour devenir une quatrième région? On pourrait dire qu'il suffit d'utiliser l'article 139 de la Constitution, comme M. Lamberts l'a exposé avant, et de transférer l'exercice de toutes les compétences régionales que la communauté ne gère pas encore, et par conséquent, l'interlocuteur principal serait alors la région wallonne. Mais même là, il faudra son accord, à moins qu'on instaure le mécanisme dont je viens de parler, mais même pour celui-là, il faudra convaincre. La question est donc comment faire. Finalement, en parlant d'une Belgique à 4, on a souvent tendance à supposer que cela passe par une Flandre, la Wallonie, Bruxelles et la communauté germanophone qui souhaitent toutes les 4 à la fois être compétentes, qui seraient à la fois compétentes pour les matières communautaires et régionales. Or, cette vision, on l'a déjà entendu, fait non seulement débat pour la communauté germanophone, mais aussi à Bruxelles où les responsables politiques flamands, ou certains plutôt responsables politiques flamands et certains responsables politiques francophones souhaitent maintenir une gestion communautaire séparée. Il est vrai que même si Bruxelles gère tant les compétences régionales que communautaires, il faudra trouver une solution pour la bicommunautarité bruxelloise interne. Ma dernière question serait donc, dans l'attente qu'une solution pour Bruxelles soit trouvée, ne serait-il pas dans l'intérêt de la communauté germanophone de parler d'une Belgique à 3+1, où le 1 ne serait pas la communauté germanophone, mais bien Bruxelles, pour une fois faire différence. Merci beaucoup pour votre attention et le partage de vos réflexions. Merci beaucoup, Monsieur Nissen. Nous allons à la fois poser vos questions, celles du chat. La première question, peut-être, Monsieur Lamberts, c'est celle que Christophe Nissen vous a posée d'emblée. C'est-à-dire, bon, c'est bien les souhaits des politiques, mais est-ce que finalement, il y a un support populaire à l'idée? Est-ce qu'il n'y a pas trop d'incohérence entre les différents résultats de sondage, tant sur l'aspect compétence que sur le principe de la région à part entière? Et quelle est la manière dont vous comptez nourrir ce support populaire, ou le susciter, ou l'accroître? Moi, je crois qu'il est toujours très important d'avoir un dialogue approfondi avec la population. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons instauré en communauté germanophone un mécanisme très particulier de participation citoyenne dont on parle d'ailleurs un peu trop, je trouve, parfois dans le monde entier. Le New York Times s'occupe de ça. On a des articles en japonais, mais il faut d'abord nous laisser expérimenter tout ça. Mais quoi qu'il en soit, je crois qu'en communauté germanophone, la réaction du citoyen qui n'est pas un spécialiste de la question est la même qu'ailleurs. Posez cette question-là en Flandre ou à Bruxelles ou en Wallonie, vous aurez les mêmes réponses très contradictoires. Ce qui pour moi est essentiel, c'est que
le Parlement investi de la légitimité démocratique s'est prononcé à 2 reprises avec une écrasante majorité en faveur de ce concept d'une communauté germanophone chargée de toutes les compétences d'entités fédérées, anciennes et nouvelles, avec des moyens adéquats. Ça, c'est une ligne directrice très, très claire. Et alors, quand on va dans les sondages et on pose aux gens, voulez-vous être une 4e région, voulez-vous sortir de la Wallonie, les gens ont souvent aussi un contexte émotionnel comme quoi on entrerait presque en guerre ou que certains voudraient même retourner en Allemagne, ce qui est encore moins réaliste dans la tête des gens que tout le reste. Mais quand vous posez la question, est-ce que vous voulez que la communauté germanophone s'occupe des matières concrètes et vous appelez alors les matières régionales, alors la majorité dit oui. Donc c'est vraiment la contradiction ou l'ambiguïté que M. Nissen a justement soulevée. Moi, je dirais 2 choses. D'abord, pour moi, la réforme de l'État ne se fait pas par sondage d'opinion. La réforme de l'État dans un État aussi complexe que la Belgique, c'est un processus où le monde politique doit sortir de sa puberté pour devenir adulte et de construire vraiment, dans la volonté d'un compromis équitable, un modèle fédéral qui puisse fonctionner. Et avec la population, nous devons entrer en dialogue. Nous devons vraiment évaluer aussi ce qui s'est fait jusqu'à présent. Nous avons d'ailleurs lancé maintenant, dans le cadre de notre 50e anniversaire, nous avons été créés en 73, donc nous aurons en 2003 50 années d'existence, toute une évaluation. Nous demanderons à la population, aux partenaires sociaux, à la société civile organisée, mais à tous les citoyens qui s'y intéressent, mais qu'est-ce que pour vous cette autonomie a apporté et quelles sont les choses qu'on devrait encore aborder dans le futur. Mais le design institutionnel, ça c'est quelque chose qui ne peut pas se faire par sondage d'opinion, à mon avis. Là, il faut vraiment négocier, discuter et vraiment trouver une bonne issue. Et là, il faut aborder l'expérience aussi. Madame Mayer l'a dit, cette histoire communauté-région, c'est vraiment la black box de la politique belge. Mais je l'ai dit au début, c'est aussi l'invention géniale dans les années 70 pour sortir de l'imbroglio. Mais ça ne restera génial que dans la mesure où nous le dépasserons. Monsieur Lambert, oui, Monsieur Lambert, je crois que nous sommes vraiment dans le vrai problème. Et une phrase encore, et ça, c'est essentiellement Bruxelles. Et là, notre sort est lié à celui de Bruxelles, mais ce n'est pas nous qui pouvons donner la réponse. On reviendra peut-être sur Bruxelles. Il y a une question du chat. Quelqu'un qui dit, mais dans le fond, une réforme de l'État, c'est quoi l'intérêt pour le Belge moyen? Et qui dit, en fait, l'intérêt des gens pour les problématiques de réforme de l'État par rapport, et il cite aux 35 000 personnes qui étaient dans la rue pour dire que ma liberté prime sur la santé collective. Comment parler de réforme de l'État dès lors que nous ne sommes déjà pas capables, dit ce participant, d'exprimer une vision commune et de remplacer le réflexe du je par une pensée du nous? Est-ce que c'est un sujet qui paraît pas un peu lunaire aujourd'hui, la réforme de l'État, ou est-ce que vous trouvez que c'est un instrument justement qui peut répondre aux difficultés rencontrées lors de la gestion, par exemple, de la crise pandémique? Moi, je crois que la structure de l'État belge, c'est une condition existentielle pour sa survie. L'histoire a prouvé que l'État unitaire ne fonctionnait pas. On a fait alors un fédéralisme complexe. Certains veulent un confédéralisme qui est l'antichambre de la séparation. Je cite encore le Morgan du 30 octobre, qui parle d'une résolution des jeunes NVA. De onafhankelijke Republiek Vlaanderen is het belangrijkste doel van Jong NVA. Donc, on peut avoir cette perspective-là aussi. Mais je crois que ça vaut vraiment la peine d'essayer de continuer à réfléchir sur un bon fonctionnement de l'État belge, et ça c'est possible. Il faut remettre sur le chantier la répartition des compétences, en s'inspirant d'ailleurs d'autres États. En Belgique, nous avons un système qui est basé sur des compétences exclusives, mais on a morcelé alors les matières. Il faut sortir de ça dans l'environnement, dans la santé. Ça ne peut pas continuer comme c'est maintenant. On peut aussi, pour moi, discuter de fédéralisation. Pour moi, tout ça est
est ouvert. On peut aussi avoir le système allemand où il y a des lois qui sont faites au niveau fédéral et exécutées par les gouvernements des Länder. Tout ça existe en Suisse, en Autriche, en Allemagne. Il faut devenir opérationnel et efficace, mais je crois que ça se situera aujourd'hui comme demain dans un contexte fédéral. Et le grand défi, c'est de régler cela. Et il faut passer aussi, à un moment déterminé, je crois, cette bicéphalité communauté-région. En Flandre, on l'a réglé. En communauté française et région wallonne, on pourrait le régler d'ailleurs bilatéralement aussi. J'espère que des mouvements iront dans ce sens. Et il faudra que Flamands et Wallons se mettent vraiment d'accord avec les Bruxellois sur le sort qu'on veut réserver à cette région. Et là, je dirais, regardez Berlin, regardez Vienne. Ce sont exactement les mêmes situations. Des villes, entités fédérées, entourées d'autres régions. Niederösterreich pour Vienne, Brandenburg pour Berlin. Et là, la génialité serait de se baser sur une compétence bien gérée, liés et en rapport avec les besoins bruxellois et faire des solides coopérations entre Bruxelles et la Flandre d'une part et Bruxelles et la Wallonie d'autre part. Pour moi, c'est ça la vraie solution et c'est beaucoup préférable au problème qu'on a aujourd'hui. Ik wil toch nog even de hele politieke vraag op tafel leggen. Die lag in de vragen van Christophe Nissen en Petra Meijer. En dan via de vraag van Petra Meijer over de identitaire logica en de democratische logica. Wat is voor u, acht u het mogelijk om de 4 gewesten op te starten, of België met 4 op te starten, zonder een identitaire logica? Dus puur op basis van wat u daarnet uiteenzette, als puur op een democratisch, vanuit een democratisch oogpunt. Dus zonder de lijn, zonder de vraag die mevrouw daarnet had over 35.000 mensen in de straten. Wij zitten hier met 160 te discussiëren over een staatshervorming. Heb je niet toch een identitaire logica nodig om dat overeind te krijgen? Een wij, een gemeenschappelijk idee van identiteit. Ça, c'est une question tout à fait fondamentale et j'ai d'ailleurs essayé de répondre. J'ai dit que dans cet état complexe et plein de diversité, enrichissante d'ailleurs pour ma part, qu'est la Belgique, la dimension identitaire est importante, mais il ne faut pas qu'elle devienne omnipuissante. Et le bon point de départ, ce sont les régions linguistiques. C'est ça qui permet d'agir politiquement sur les territoires déterminés. Et il faut alors pour chaque région sa propre identité. Alors, j'ai écrit 3 fois dans ma vie un rapport, le dernier je suis en train de le faire, pour le Conseil de l'Europe sur les questions d'identité. Die taalkundige logica die u schetst, hoe los je dat in Brussel op? Of wat zou je in Brussel hanteren? Donc j'avais dit que j'ai fait 4 fois des rapports là-dessus et pour venir sur Bruxelles, c'est évidemment la diversité. À Bruxelles, il faut sortir de la bagarre néerlandophone, francophone. Un Bruxellois doit nécessairement accepter qu'il y a 2 langues nationales qui sont importantes à Bruxelles et il doit aussi s'organiser pour que toutes les autres nationalités qui sont là puissent s'exprimer et être intégrées convenablement, ce qui est encore un autre domaine. Mais on ne peut pas venir avec des visions bornées sur la langue à Bruxelles. Et les vrais problèmes à Bruxelles, c'est la formation, c'est l'écart entre la création de richesses et la pauvreté qui est sur le même territoire et ce genre de choses-là. Mais je crois que les histoires d'identité, c'est très important pour la Belgique, sont toujours fondamentales. Ça va pas dans la tête, ça va dans le cœur et dans les tripes, pour m'exprimer de manière que tout le monde comprenne. Mais il n'y a rien de plus complexe et de plus dangereux et aussi de plus ambivalent que l'identité collective. Il y a déjà des gens qui ont toute leur vie des problèmes pour avoir une identité individuelle, ils doivent aller tout le temps chez le psychiatre, mais quand je parle d'identité collective, je suis dans un problème très particulier. Une identité collective se définit toujours par différence à d'autres. Alors, le grand moment décisif est alors, est-ce que je me définis contre d'autres, qui sont les ennemis, les mauvais, et est-ce que je me replie sur soi-même, ou bien est-ce que je trouve un ancrage fort dans ce que je suis pour m'ouvrir aux autres et coopérer avec d'autres. Et ça, c'est pour moi la grande solution pour tous les problèmes identitaires qu'il y a en Belgique, mais aussi ailleurs en Europe. Et c'est d'ailleurs pour ça beaucoup de gens regardent parfois
avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe ici en Belgique. Donc, ça c'est un problème très délicat, mais il faut la mesure, le dialogue et l'équilibre. Et je crois aussi qu'il faut une dernière phrase. Alors, c'est vrai que pour l'instant, les problèmes de liberté en lien avec le combat contre le coronavirus est très important, mais ce n'est pas parce que c'est important qu'on ne doit plus parler de la structure de l'État belge. Ce sont deux problèmes différents et on a tout intérêt à régler les deux. Madame Meyer posait une question qui est un petit peu liée finalement à peut-être l'expérimentation qu'ont les citoyens de la crise du Covid, c'est la création, la notion de fédéralisme de coopération, en disant mais finalement, quand on voit comment ça fonctionne, on se demande un peu quels incitants, c'était la question de Madame Meyer, vous avez en tête pour permettre à cette conception qui analytiquement, institutionnellement peut tout à fait être concevable, mais pour qu'elle soit ancrée politiquement. Ça rejoint des questions aussi dans le chat, où il y a une personne qui est particulièrement dure avec le système fédéral et qui dit, bon, c'est un signe d'impuissance en fait et d'incapacité à gérer de façon efficace un État. Et il y a une personne qui remet sur la table la suggestion de la hiérarchie des normes qui pourrait être une solution pour permettre justement de faire fonctionner les différentes nouvelles régions entre elles. Comment est-ce qu'on évite le bazar belge dont monsieur de Backer, le secrétaire d'État, dans son livre sur la gestion de la crise, dit qu'il a vu un pays figé qui a causé des morts et dès lors que l'efficacité de la coopération est extrêmement compliquée, on le vit tous les jours. Je crois que c'est le virus qui a causé la mort, mais la Belgique aurait pu fonctionner mieux, mais elle n'a pas fonctionné si mal dans le contexte du combat en matière d'épidémie. Mais pour revenir au fédéralisme, le fédéralisme belge, pour des raisons historiques, est un modèle dissociatif. On n'a pas inventé le fédéralisme belge comme on l'a fait en Suisse pour coopérer, mais pour éviter des frictions. C'est ça la genèse du fédéralisme belge. Et il faut y introduire évidemment des nouvelles formes de coopération plus intenses si on veut que le système devienne vraiment un système adulte. Et là, regardons comment ça fonctionne en Allemagne, en Autriche, en Suisse. Alors, on voit des mécanismes de coopération fort intéressants et on voit aussi des modèles de répartition de compétences très différents. Bon, on cite toujours la hiérarchie des normes, mais ceux qui en parlent savent souvent pas de quoi ils parlent. Je m'excuse, je ne vais pas être arrogant, mais le principe de la hiérarchie des normes n'existe que dans un système où il y a des compétences concurrentes. En Allemagne, on parle de Bundesrecht bricht Landesrecht dans les cas où à la fois le fédéral et les Länder sont compétents de légiférer dans la même matière. Et quand, dans des conditions que la Constitution définit aussi, le Bund a pris une loi, alors ça prime sur les lois régionales. En Belgique, en principe, on n'a pas ce problème parce qu'on n'a que des compétences exclusives. Mais en réalité, ça ne fonctionne pas parce qu'on a joué le système des compétences collectives pas correctement parce qu'on a morcelé les matières en énergie, en environnement, en santé. Et pourquoi pas avoir en Belgique un système où, dans certaines matières, il y a une loi cadre fédérale et où les régions peuvent alors prendre des mesures d'exécution spécifiques. Donc, il y a une complexification possible au niveau de la répartition des compétences législatives aussi bien qu'exécutives, qui peut s'inspirer de l'exemple allemand, suisse et autrichien, qui pourrait nous aider beaucoup à régler l'un autre problème. Mais ce qui est clair, une Belgique fédérale remodelée, dont on a fait le resign, est nécessairement une Belgique où la coopération entre les entités fédérées et entre fédérés d'une part et le fédéral d'autre part est plus importante, plus organisée, plus structurelle, moins conflictuelle que maintenant. Ça, c'est l'essence même des États fédéraux quand on prend la théorie des États fédéraux dans le droit comparé. Et c'est aussi une Belgique où il faut une vraie loyauté fédérale et il faut aussi une vraie volonté de coexister et de travailler ensemble. Et j'ai quand même vécu pendant maintenant 40 ans dans un mandat politique ici, beaucoup de situations où la coopération entre les Flamands, les Bruxellois, les germanophones et les Wallons
dans les faits, se passer beaucoup mieux que ce qu'on voit quand on ne regarde que ce qui est à la surface. Madame Meyer, est-ce que vous voulez poursuivre? Est-ce que vous êtes convaincue d'avoir trouvé votre mécanisme pour inciter à la coopération? Et par ailleurs, Monsieur Nyssen, peut-être que ce serait bien aussi de peut-être répéter la question sur les compétences choisies, le mécanisme qui permettrait d'accepter ou de rejeter certaines compétences qu'on ne voudrait pas. Madame Meyer, vous voulez enchaîner? Ja, misschien niet noodzakelijk echt, want dan krijgen we natuurlijk een heel lang debat over wat politiek al dan niet haalbaar is. En ik denk wat heel belangrijk is hier in een eerste discussie, is sowieso de contouren schetsen van wat zinvol is. Politiek haalbaar is een andere kaart. Waarbij ik wel denk, politiek haalbaar, ik snap het, dat je een staatshervorming niet zomaar kunt voorleggen aan een bevolking. Ik denk wel dat het belangrijk is dat je met een coherent verhaal komt waar mensen zich in kunnen vinden. En daarbij denk ik dat de logica van iets wat democratisch gemakkelijk te verantwoorden is, voor burgers heel belangrijk is. Maar dat we het identitaire daar dan op moeten bouwen. Maar dat we het verhaal van hoe bouwen wij ons op niet moeten laten vertrekken vanuit het identitaire op zich. Zwat. Dat lijkt mij gewoon belangrijk om in het achterhoofd te houden. Ok. Et Monsieur Lamberts, la question de est-ce qu'il n'y aurait pas un mécanisme qui permettrait à la région, nouvelle région germanophone de refuser certaines compétences Oui, là, on entre déjà dans le détail. Et Monsieur Nyssen est d'ailleurs très près de ce débat. Il émet souvent des idées très intéressantes. Mais au fond, je dois dire deux choses. D'abord, tout ce que nous discutons maintenant, c'est passionnant et j'adore discuter de là-dedans, mais quand je me place dans ma modeste fonction de représentant de la communauté germanophone, je dois reconfirmer ce que j'ai dit à l'époque. Quand en Belgique, on discute de tout ça, l'impact des germanophones avec leurs 80 000 habitants est quasiment inexistante. On peut donner des inspirations pendant les pauses de café. Moi, j'ai passé des nuits extraordinaires à Lambermont en 2000 et j'ai raconté à tout le monde qui voulait l'entendre et même aux autres ce que je pense de l'une ou l'autre chose. Mais il faut bien comprendre que la Belgique restera toujours fondamentalement un compromis entre francophones et néerlandophones. Ah, ça, rien ne changera. Il ne faut pas avoir des illusions. Alors, pour nous, maintenant, quand nous regardons notre situation telle qu'elle a évolué pendant un demi-siècle, c'est d'anticiper ce qui va se passer en Belgique et d'en tirer les conclusions pour nous. Et pour nous, là, les choses sont claires. Qu'on fasse ce qu'on veuille comme système, nous n'avons pas de tabou. Nous ne voulons pas plus que les autres, pas moins que les autres, nous voulons la même chose que les autres. Et nous voulons être intégrés dans le système d'une manière convenable sans devenir l'arbitre. Ce ne sont pas les germanophones qui doivent être das Zünglein an der Waage, comme on dit en allemand, ceux qui décident finalement quand les flamands et les francophones ont accompli. Nous devons être toujours en mesure d'anticiper ce qui se fera pour avoir les bonnes revendications pour nous. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu notre spécialité. Et en tout cas, les allocations familiales, c'était un bel exemple. On n'aurait jamais pensé à demander ça. Mais si ça se fédéralise et si ça passe aux communautés, parce qu'il y avait aussi une discussion de le régionaliser, alors nous l'assumons. Et entre petites parenthèses, étudier une fois en détail qui a le plus vite et je crois même d'une manière pas si mauvaise que ça, régler la matière des allocations familiales, qui est l'entité fédérée où il n'y a aucun problème pour le moment dans l'exercice de compétences, c'est la communauté germanophone. Et bon, si on transfère des compétences qui ne sont pas ce que nous croyons devoir vraiment besoin prioritairement, on assumera. C'est l'aspect systémique. Quand en Belgique, quelque chose n'est plus fédéral, alors pour nous, il est essentiel que nous puissions le faire nous-mêmes en l'intégrant dans nos compétences déjà existantes. Quand j'entends le discours pour les fêtes de Wallonie à Namur cette année-ci par Ilio Di Rupo, qu'est-ce qu'il a raconté? Il a parlé surtout de l'importance de l'enseignement pour l'avenir de la Wallonie. Et il a raison, il a tout à fait bien dit les choses, mais pour le peu que je sache, l'enseignement, c'est une compétence de la communauté française. Et alors, pour nous, la solution technique que M. Nyssen propose est une possibilité, mais quand nous sommes confrontés à la question, est-ce que nous sommes trop petits ou trop grands? Alors, nous avons 5 réflexions que nous faisons. La première, c'est toujours ça, si nous avons une compétence, est-ce qu'il faut intervenir? Est-ce que l'État doit intervenir dans tout?
Quand on est petit, on réfléchit 2 fois. Deuxièmement, quand on doit agir, il faut regarder ce qu'ont fait les autres, il faut avoir une perspective stratégique et ne pas commencer à agir et puis constater qu'on a fait les mauvaises choses. Troisième chose, faut-il agir nous-mêmes ou faut-il trouver une coopération transfrontalière ou intra-belge? Quatrième question, comment répartir correctement les fonctions, les activités entre le niveau de la communauté et celle des 9 communes? Et dernière réflexion, si jamais on constate que pour les terrils, la compétence des terrils, ou pour les autoroutes, les quelques kilomètres qu'on a, pour prendre l'exemple concret, ça ne serait pas opportun que nous le prenions nous-mêmes, alors on peut toujours prévoir un mécanisme où cette compétence est redéléguée ailleurs. Dans ce cas-là, ce serait la région wallonne, mais ça, c'est une modalité technique qui ne met pas en question le système en tant que tel. Met uw 5 reflecties heeft u al behoorlijk geantwoord, vind ik, op de vraag van Hendrik van der Elst. Is er niet te veel staat? Of met de vraag van Peter, we betalen al de hoogste belasting, kunnen we niet alsjeblieft eerst discussiëren over een overheid met minimale kost? Maar ik wil u een andere vraag voorleggen van Hendrik van der Elst. En dat is, Pepin Ster, gaat alles daar goed? En als dat over heel uw grondgebied nog eens gebeurt, hoe wil u ervoor staan? Dat staat niet in die vraag, maar dat is de vraag die ik u dan stel. In welk verband wil u dan het liefst de reconstructie, de hulpverlening, de organisatie? Denkt u, als we op onszelf zijn, gaan we dat beter doen dan wanneer we in het Waals gewest zitten? Ce n'est pas une question de faire meilleur ou moins bon, c'est une question d'être cohérent. Pour nous, cette catastrophe était aussi très importante. La ville d'Eupen a été durement affectée, mais Pepin Ster et d'autres communes ont encore été plus affectées. Mais dans la réalité des choses, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Et la communauté germanophone les a prises et rapidement. Nous sommes en compétence pour les communes, pour le logement, pour l'aménagement du territoire, 3 compétences fortement concernées. Et nous ne le faisons évidemment pas tout seul. Nous savons aussi que la Vesdre court de Eupen vers Pepinster et Verviers. Donc, on coopère avec les communes, avec la région wallonne. Il y aura même un genre d'accord de coopération sur cette histoire de l'inondation entre régions et communautés. Monsieur Duroupeau et Monsieur Pache ont encore discuté récemment intensément de ça. Et ça fait partie des choses. Quand on a une autonomie, on doit être cohérent, mais on doit surtout bien gérer ses voisinages, surtout quand on est si petit que nous et quand on a tellement de voisins différents comme nous les avons. Maar zou je dat beter oplossen als u één apart gewest bent? Denkt u, we staan er beter voor om dat soort van noodsituaties op te lossen? Pour ce qui en est de cette problématique-là pour l'instant, la difficulté pour le moment, c'est de bien coordonner sur le territoire d'Eupen l'intervention de la région et celle de la communauté germanophone et celle de la ville d'Eupen. Alors, si on avait toutes les compétences, je ne sais pas si on saurait le faire mieux, on le ferait en toute hypothèse. Et pour l'instant, on a de si bonnes relations avec la région wallonne que ça ne pose pas de grosses difficultés de bien coopérer là-dedans. On a depuis 98 un accord de coopération avec la région wallonne qui est très intense et qui globalement fonctionne très bien. Mais de vraag gaat natuurlijk naar de essentie. En daarom blijf ik er even over doorgaan. De vraag gaat natuurlijk naar de essentie. Kan u groot en krachtig genoeg zijn als gewest om zoiets aan te kunnen? Of heeft u dan toch anderen nodig? Si j'ai bien compris, même la région wallonne a besoin d'autres pour y arriver. Mais tout le monde dans une catastrophe a besoin de solidarité. Le problème de solidarité est toujours posé. Alors, c'est vrai que si on est petit, je généralise un peu le problème, il est plus difficile de faire à un moment déterminé une intervention massive sur un point particulier. Ça, c'est plus compliqué. Il y a d'autres histoires qui sont plus simples. Mais si on sait que ce genre de choses peut arriver, il faut s'y préparer, il faut mettre en place des mécanismes qui permettent alors d'agir aussi massivement à un moment déterminé en répartissant alors la charge financière sur l'ensemble. Mais tout ça, sur un laps de temps plus grand, mais tout ça dépend alors du type de formule de loi de financement en question. Et là, nous sommes dans un débat aussi très technique. On a parlé tantôt de l'intégration de la communauté germanophone dans l'actuelle loi de financement des régions et communautés.
actuellement, pour les matières régionales reprises par la région wallonne, il y a une règle de financement pour chaque matière qui est séparée. Donc, ça sont aussi des débats très importants parce que ça, c'est clair aussi. Une autonomie n'a de sens, il ne peut fonctionner que s'il y a un financement adéquat qui est derrière. C'est bien, Monsieur Lambert, c'est bien la question que pose par exemple Sébastien Tonnet, qui demande justement si la communauté germanophone est demandeuse d'une autonomie fiscale. Il dit que vu le nombre de travailleurs frontaliers, cette source de revenus ne serait pas très favorable financièrement. Et la communauté germanophone n'aurait-elle pas intérêt à demander une dotation du fédéral ou de la région wallonne pour obtenir de meilleures conditions de financement? Vous avez d'ailleurs évoqué le cas de Bruxelles où le refinancement est venu dans ce contexte-là. Mais la question du financement est posée à plusieurs reprises au cours du chat. C'était d'ailleurs la toute première où quelqu'un disait, comme souvent, la clé sera de tout cela sera le financement. Et on révoque toujours cette problématique des travailleurs que vous avez cité aussi, qui travaillent principalement germanophones, qui travaillent principalement à Aix-la-Chapelle ou au Grand-Duché. Oui, ça c'est une question tout à fait pertinente. La base financière d'un système fédéral est toujours essentielle. C'est d'ailleurs le vrai enjeu partout. Regardez la Suisse, qui a encore changé son système. L'Allemagne, elle a changé il y a quelques années. Et l'Autriche, on discute aussi déjà depuis des décennies. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Et il faut... Là, on est dans un débat très... je dirais très complexe, mais aussi très stratégique. Je vous demande de bien comprendre que je ne lâche pas ici des informations, des éléments qui demain feront l'objet d'une négociation que nous aurons à avoir avec l'État ou avec la région wallonne. Nous avons appris qu'il faut mieux garder ces arguments pour le bon moment, mais juste pour dire ce que je peux et je veux dire aujourd'hui ici. Bon, le simulateur, on l'a fait. On a une idée de ce que ça donne. Je ne dis pas que c'est sans difficulté, mais c'était important. Nous avons pour l'instant un budget de quelques 600 millions d'euros par an. Nous essayons de le gérer convenablement. Il faudra, s'il y a d'autres compétences qui viennent, ajouter aussi des moyens. Et alors, est-ce qu'on sait vivre avec notre revenu fiscale, suivant les règles actuelles de la loi de financement belge? Bon, il y a la dimension de l'impôt immobilier, il y a l'impôt de succession, il y a une partie de la TVA qui est concernée. Alors, le problème, c'est l'impôt sur des personnes physiques. Là, là, il faudra vraiment négocier vraiment en détail. Parce que nous avons d'une part l'handicap, comme j'ai dit, qui est le même que celui de Bruxelles, pour lequel Bruxelles a été compensé. Nous avons l'histoire internationale, ça c'est beaucoup plus complexe, mais là il faut aussi s'y attacher. Et nous avons une autre histoire qui peut régler beaucoup que le problème financier. Nous avons la province de Liège qui pour nous, ici dans notre région, n'a pas de fonction assumée. La province en Belgique, c'est encore un résidu de l'État unitaire. Faut-il des provinces de Belgique? Je ne me prononce pas, je ne suis pas certain. Mais en tout cas, en communauté germanophone, il n'y a aucune place pour le niveau provincial. Parce qu'entre nous et les communes, il ne faut pas d'intermédiaire. Et là où l'État, ou actuellement encore la région, aurait besoin d'un intermédiaire, c'est mieux que nous ne soyons et pas encore une province qui a moins de compétences que nous, juridiquement parlant, mais qui est sur un territoire plus grand. Et si nous avions l'accès à l'impôt provincial actuellement perçu en communauté germanophone, on aurait déjà résolu une certaine partie des problèmes qu'on pourrait imaginer avec le manque à gagner dans l'impôt transfrontalier. Oké, helder. Voor we het woord nog geven aan Petra Meijer en Christophe Niesse geven, een laatste vraag. En graag een kort antwoord. Het is een vraag die in elk debat hier terugkeert. Is het nu geen tijd voor een federale kieskring? Kan u België met 4 doen zonder federale kieskring? Si nous voulons une Belgique avec un système fédéral moins dissociatif et plus coopératif, et si nous voulons vraiment faire mieux comprendre que la Belgique a des intérêts communs, je crois qu'un arrondissement électoral national est une très très bonne idée. Ce n'est pas une recette miraculeuse, mais c'est une très bonne idée. Mais c'est un élément parmi d'autres. L'essentiel, c'est de redessiner le design des répartitions de compétences et de moyens pour que ça puisse être plus efficace, plus opérationnel.
Et là, il faut aller sans tabou, il faut s'inspirer de ce qui se fait ailleurs et aussi de ce que nous avons vécu, de positif et de négatif. Et là-dedans, les germanophones, si on leur demande, sont prêts à raconter un peu plus rapidement ce qu'ils ont appris dans les pays germanophones fédéraux d'Europe. Mais si on ne nous demande pas, on le gardera pour nous, il n'y a pas de problème. En tout cas, nous allons toujours nous focaliser sur notre place dans le système fédéral belge qui sera dessiné demain ou après-demain. Et en attendant, nous avons avec l'article 139 de la Constitution un puissant instrument pour compléter notre autonomie, pour arriver à assumer toutes les compétences régionales avec des moyens adéquats. Donc, nous sommes sur une bonne voie en toute hypothèse et pour le reste, nous sommes à disposition de tout le monde qui veut discuter avec nous. Je vais demander aux deux experts, à Bertrand Meyer et à Christophe Nissen, s'ils ont une dernière remarque à faire ou peut-être une piste à lancer à M. Lamberts en réponse à ce qu'il a argumenté aujourd'hui. J'avais juste quand même une petite question un peu plus journalistique, politique, je ne sais pas comment dire. Est-ce que vous croyez qu'en 2024 ou après 2024, il y aura une réforme de l'État et est-ce qu'elle sera préparée à travers tout le processus qui a été mis en place au niveau du Parlement notamment, hein, en faisant une analyse de ce qui a marché, pas marché, en écoutant les administrations, en écoutant les citoyens, ou est-ce que, comme un peu toujours, et ici dans ce cas particulier, ça viendra surtout parce que le PS et la NVA se seront assis à une table et ne vous auront peut-être pas nécessairement demandé d'en être? Vous savez, là je dois faire un peu référence à mon expérience, qui est très longue, donc je suis, comme vous le voyez, au crépuscule de ma vie politique et pas à l'aube, mais à l'aube, en 79, j'avais été désigné membre germanophone d'une commission appelée Commission Wechsel-Allemand, qui avait le beau titre Commission pour la pacification des relations entre les communautés et les régions de Belgique. À l'époque, j'avais fait un rapport de 45 pages sur la commission germanophone et ce que je vous ai raconté aujourd'hui est déjà largement dans ce document-là, donc il y a au moins une cohérence. Mais est-ce qu'on aura en 24 une vraie réforme de l'État? Je n'en sais rien. Et je n'en sais rien parce que cela dépend très largement de l'issue électorale. Ça dépend aussi de ce qui va se passer entre-temps au niveau de la préparation. Pour le moment, je ne vois pas encore une logistique de préparation qui est vraiment braquée sur un résultat pour 24. Je vois une commission parlementaire mixte qui réfléchit, qui fait des auditions. Je vois beaucoup d'efforts assez intéressants pour arriver à une participation citoyenne au début de l'année prochaine pour sonder un peu l'opinion. Mais qu'est-ce qui se passera en 24? Ça dépendra des élections, ça dépendra aussi des grands enjeux politiques par ailleurs. C'est vrai que la crise Covid est quelque chose qui est plus urgent, tout comme une inondation, que la réforme de l'État, mais ça ne peut pas la remplacer. Moi, je crois que c'est une opportunité, une possibilité qu'on ait en 24 quelque chose, mais on peut aussi avoir des évolutions sans réforme de l'État qui nécessitent des majorités qualifiées des 2/3 au Parlement. Et vous trouvez que ce serait une meilleure chose que ça se fasse entre le PS et la NVA, parce que ce serait finalement plus simple? Non, moi je crois que la réforme de l'État, c'est quelque chose où tout le monde doit s'y mettre, mais c'est clair que les choses restant ce qu'elles sont, je ne vois pas une réforme de l'État fondamentale se faire en Belgique sans qu'il y ait une synergie ou un consensus, un compromis entre le PS et la NVA, mais il y a beaucoup d'autres qui ont un mot à dire aussi. Moi, je ne voudrais pas focaliser sur cette relation bilatérale-là, mais elle jouera un rôle, mais jouera encore un plus grand rôle le paysage politique tel qu'il existera en Flandre à la soirée électorale de 24 et d'ailleurs en région wallonne aussi. Et en tout cas, les germanophones, nous nous préparerons à être prêts dans toutes les hypothèses, à continuer notre chemin comme entité fédérée en Belgique, qui est devenue, il y a maintenant quelques 100 ans, notre nouvelle patrie. Merci beaucoup. Madame Meyer, Monsieur Nissen, une dernière remarque, et puis on donnera la parole au sage, à Paul de Groo, pour conclure. Madame Meyer? Ja, misschien ten eerste, ik denk als een politieke entiteit zoals de Duitsstalige gemeenschap haar eisen stelt, dat is heel terecht. Dat is haar rol en taak. Nu, ik denk wel dat het argument, wij willen wat de anderen hebben, of wij willen recht hebben op waar de anderen recht hebben, dat dat niet werkt. Want er zijn heel grote verschillen in wie recht heeft op wat in België, door die asymmetrische constructie die we sowieso al hebben.
Ik denk wel ook dat idee van een slankere structuur en een eenvoudigere structuur, dat zeker de bevolking tegemoet gaat komen en dat ook een behoorlijk bestuur en efficiëntie ten goede gaat komen. En ik denk ook dat dat nodig is. Hè. We kennen allemaal het paradox van het federalisme, waarbij je meer en meer en meer en meer, en op een gegeven moment loop je tegen de muur en kun je niets meer overhevelen naar deelstaten, zonder aan de laatste rest van de federale staat te raken. En ik denk dat we daar, dat weten we allemaal, dat we daar zitten. Dus herdenken is slim. Maar ik denk dat het hoofdargument dat we moeten gebruiken om dat te herdenken, dat is hoe we ervoor kunnen zorgen dat we een staatsarchitectuur opbouwen die de burgers, de samenleving, ten goede komt. Dat lijkt mij het allerbelangrijkste wat we moeten doen. Dank u wel. Christophe Nissen. Merci beaucoup. Je me limiterai pour ma part à 2 commentaires pas très longs. Le premier revient sur la question de l'opinion des citoyens qui, comme M. Lamberts l'a dit très correctement, ne se pose pas qu'en communauté germanophone, mais en Belgique tout court. Pour revenir par rapport à l'argument que les parlementaires sont ceux qui sont légitimes pour décider de cette réforme, il ne faut pas oublier qu'ils sont aussi dans une position de pouvoir et dans des institutions particulières qui parfois font qu'ils adoptent une certaine position et qu'en débat sociétal plus large ne pourrait quand même pas faire tort peut-être à être intégré, pas seulement en communauté germanophone, mais aussi en Belgique de manière plus générale. Et mon deuxième commentaire porte sur l'idée de la 4e région pour ne pas être mépris. Par rapport à mon intervention précédente, je n'ai pas été explicitement contre la Belgique à 4 ou la 4e région pour la communauté germanophone. J'ai d'ailleurs assez peu de doutes sur sa capacité à intégrer les compétences régionales d'aujourd'hui. J'ai juste dit que les compétences régionales de demain ne sont pas dans ses mains et que par rapport à ça, peut-être qu'un certain degré de prudence serait adapté. Et pour tout le reste, je suis largement d'accord avec ce qui a été dit. Merci. Paul de Graux va faire le mot du sage, mais Monsieur Lamberts, vous pensez que vous verrez la Belgique à 4 de votre vivant? Votre micro. Je devrais d'abord faire alors un sérieux prognostic sur ma santé et ma longévité, sachant que j'aurai 70 ans l'année prochaine et on a encore l'espoir quand même de rester un peu en vie. Je n'abandonne pas l'espoir, mais en tout cas, je suis certain que la communauté germanophone, elle poursuivra son chemin avec ou sans 7e réforme de l'État. Merci. Monsieur de Graux, Paul de Graux, qui va clôturer les débats avec le mot de la sagesse. Oké, dank u wel. Ik heb veel genoten van die discussie. Er is een probleem natuurlijk als je naar voren wordt gebracht als un sage. Het doet mij denken aan het gezegde in het Frans, qui court après l'esprit, attrape la sottise. Dat is een beetje het gevaar waar ik in ben beland natuurlijk. Hè. Hoe kun je een sage zijn zonder ook geen zot te worden? Hè? Maar ik zal toch proberen een aantal wijze dingen te vertellen, enkele bespiegelingen in feite. De vraag is op verschillende momenten gesteld en ik denk dat dat eigenlijk de cruciale vraag is die we ons moeten stellen wanneer we het probleem, dus nu de decentralisatie bekijken. En dat is de vraag of Oost-België er beter zal aan toe zijn. Zal het de welvaart van de inwoners van dat gebied verhogen in een meer gedecentraliseerde omgeving? Of nog anders uitgedrukt, is dat iets dat de efficiëntie van het beleid zal verhogen en dus waarbij betere beslissingen kunnen worden genomen, zodanig dat de welvaart van iedereen daardoor gediend wordt. Dus dat lijkt me de cruciale vraag te zijn die we ons moeten stellen wanneer we in die richting willen gaan. Dat is trouwens ook de vraag die we ons hadden moeten stellen bij de opeenvolgende staatshervormingen in België die we gekend hebben. Maar ik constateer in feite dat de fundamentele dynamiek van die federale staatshervormingen
een heel andere was, namelijk een identitaire vraag. Hè? Dus die volledig los stond, of in grote mate losstaat van de vraag die je daar juist hebt gesteld. Wat zullen de mensen daaraan hebben? Wat is het effect daarvan op de welvaart? Zullen ze er beter aan toe zijn? En het is niet evident dat dat het geval is geweest, dat die staatshervormingen geleid hebben tot een situatie waarbij we er beter aan toe zijn, omdat we betere beslissingen nemen, meer doelmatige beslissingen nemen, die uiteindelijk iedereen ten goede komen. Is de identitaire bekommernis dan niet legitiem? Karl-Heinz Lambert heeft daar eigenlijk wel een antwoord op gegeven, namelijk we kunnen in die richting gaan, precies om te vermijden dat er te veel conflicten ontstaan. Hè? Dus in een te grote gecentraliseerde setup kunnen gemakkelijk conflicten ontstaan tussen collectieve identiteiten en een decentralisatie is dan een middel om dat tegen te gaan, om dat te vermijden. En dus in die zin wordt dat dan wel legitiem. Moeten we erkennen dat ja, als er identiteitsverschillen zijn op het collectieve vlak en er ontstaat te veel conflict binnen een te gecentraliseerde setup, dan lijkt een decentralisatie wel het juiste antwoord. Maar toch, en dat zien we nu vandaag nog weer opborrelen, is er een trade-off tussen die twee bekommernissen. Hè? De bekommernis van meer efficiëntie, doelmatigheid in het beleid en het identitaire vraagstuk. Er is daar een trade-off tussen. En we kunnen gemakkelijk te ver in het ene of in het andere gaan. En ik denk dat wat we nu hebben meegemaakt met de coronacrisis, dat toch duidelijk maakt, hè, dat de inefficiëntie van het beleid zodanig groot kan worden dat het ons inderdaad heel veel kost in termen van doden die we hadden kunnen vermijden. En daar ga ik niet helemaal akkoord met de heer Lamberts. België munt niet uit op dat vlak. Hè. Wij behoren toch tot de landen die de grootste aantallen dodelijke slachtoffers heeft gehad. En heeft dat nu te maken met de manier waarop we het land besturen en de federale structuur? Ik kan me daar niet over uitspreken, maar ik constateer toch een heel grote inefficiëntie. En als we in die richting verder willen gaan, dan moeten we toch opnieuw die vraag van de efficiëntie stellen. Als we dat niet doen, kan eigenlijk de basis en de legitimiteit van dergelijke stroming in vraag worden gesteld. Maar dit gezegd zijnde heb ik bijzonder veel sympathie voor Karl-Heinz Lamberts en zijn bekommernis om van Oost-België een echte vierde gewest te maken in België. Ik dank u voor uw aandacht. Merci Paul de Grauw, merci à vous tous qui avez été nombreux à poser des questions. On n'a pas pu peut-être tout adresser, mais en tout cas, vous étiez extrêmement actifs sur le chat. Merci pour cela. Merci à Petra Meyer, à Christophe Nissen, à Karl-Heinz Lamberts d'avoir ainsi partagé leur midi et la Belgique en 4. Et à la prochaine fois, Karel. Ja, tot de volgende. Kijk, ik hoop dat u het ook zo'n verhelderend debat vond en graag tot de volgende sessie van Rebel.